Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 141 du Hoopcast. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour votre dose hebdomadaire de NBA. À mes côtés, comme toutes les semaines, à ma gauche, tout d'abord, c'est Georges Eddy. Bonjour. Bonjour Alain. À ma droite, Jérémy Lebescon. Salut Alain, salut Georges. Bonjour Jérémy. Messieurs, au programme de la semaine du très lourd, DeMar DeRozan est notre star de la semaine. On analysera ses performances et celles des Raptors. Le bon début de saison des Hornets également. Le moins bon début de saison de John Wall et des Wizards. Dans le débat, on se demandera jusqu'où peuvent aller les Clippers. Et puis on terminera avec un invité exceptionnel puisque nous recevrons Jérémy Medjana, l'agent notamment de Nicolas Batum, Rudy Gobert et beaucoup d'autres Français. C'est parti pour un nouveau Hoopcast. Sizing up Anderson, long three. Kyrie Irving. Comme prévu, les Raptors sont aux avant-postes à l'Est et un homme continue d'impressionner. DeMar DeRozan, 33,2 points par match. C'est 10 de plus que l'an dernier, 51% d'adresse. Messieurs, cette hausse statistique, elle est rare parce qu'on va commencer par ça. Ça ne passe pas par le fait d'arroser à 3 points. Non, c'est un unique en son genre. Au contraire, voilà, c'est un anti-Stephen Curry. DeMar DeRozan est un arrière à l'ancienne, un peu à la Michael Jordan ou encore à la Kobe Bryant, très attaché au tir à mi-distance. Bon, alors là, Toronto a perdu contre Cleveland. Il a été très limité, notamment par Iman Shumpert. Mais on va le voir, notamment avec les statistiques qu'on a à notre disposition. Il tire largement moins à 3 points que la concurrence et notamment que les autres extérieurs de la ligue, que ce soit James Harden, Russell Westbrook ou encore Stephen Curry, bien entendu. Et heureusement, parce qu'il est à 21% de réussite à 3 points et 53% globalement, donc à 2 points, il a un super pourcentage. À 3 points, c'est très faible. Et c'est un joueur old school, tout simplement. Ouais. Je ne sais pas si on peut voir le tableau, mais en tout cas, en début de saison, jusqu'à lundi, il en était à 204 tirs à 2 points. C'était le plus gros total de toute la ligue et seulement 14 tirs à 3 points. Russell Westbrook avait déjà tiré 60 tirs à 3 points alors qu'il avait disputé un match de plus. Damian Lillard, 79 et James Harden, 75 tirs à 3 points. Donc il y a vraiment un équilibre totalement différent dans le jeu. Et comme tu l'as dit, Georges, ça lui a réussi particulièrement. On va le voir également par la suite puisque ses statistiques dans le jeu à 2 points sont assez incroyables. Il est à plus de 50%, notamment dans ses pénétrations, mais aussi dans le tir à mi-distance aux alentours de 5 à 6 mètres, notamment dans le tir mid-range, comme on dit. Dès qu'il s'approche du cercle, il est à 62%, et en revanche, à 3 points, il est à 21,4%. Alors on voit, ça recule en effet, plus il s'éloigne, moins il est à droite. Et tu le disais, la stat, en tout cas sur James Harden, était assez frappante. Tu disais c'est l'anti-Stephen Curry, là c'est l'anti-James Harden en l'occurrence. Hein. Mais en plus, tu dis plus il s'éloigne et moins il est à droite. Oui, c'est normal, mais malgré tout, un tir à mi-distance où on est à 50% de réussite, à presque 51% de réussite, c'est quand même exceptionnel dans la ligue. Il y a très peu de joueurs qui s'en approchent. Oui, moi j'ai remarqué qu'il shoot avec une trajectoire un peu plus haute à 2 points à mi-distance. Je pense que ça explique ce bon pourcentage. Mais bon, il a toujours eu un tir un peu plat pour shooter à 3 points. En plus, il aime bien shooter en suspension, bien crispé en l'air. Et ça, c'est pas bien. Il faut être souple pour shooter de très, très loin. Ce que j'aime bien, c'est le meilleur marqueur actuellement. Il met 10 points de plus en moyenne. Donc, c'est quand même une progression assez fantastique. Et Toronto reste tout en haut. Malgré le départ de Biyombo, bien compensé par Nogueira notamment. Et donc, tout va bien pour Toronto et DeMar DeRozan. C'est un All-Star incontestable, il a 27 ans. Est-ce que pour toi, Jérémy, la progression elle est encore possible, numéro 1, et est-ce qu'elle passerait par le développement d'un tir à 3 points? C'est assez fort. Est-ce que la progression est possible? Déjà, je pense que la progression, là, personne ne l'attendait à ce niveau-là. Alors certes, il a signé un des plus gros contrats cet été, 138 millions de dollars sur 5 ans. Ça l'a libéré plutôt que de stresser, et ça, c'est une bonne chose. Ça. Je doutais énormément qu'il puisse se justifier au moins autant d'argent, parce que c'était un arrière qui, en plus, avait tendance aussi à s'effondrer en play-off. Mais c'est un gros travailleur, et il progresse, en effet, il continue de progresser. Oui, ça passera quand même malgré tout, à terme, je pense, par un tir à 3 points, puisque lorsqu'on l'a vu, notamment avec Cleveland, dès qu'il y a une défense qui continue, qui l'attend dans la raquette, ça commence à devenir compliqué pour lui. Et en plus, il y a aussi quelque chose dans le jeu de Toronto où ça pourrait devenir un peu stéréotypé. On va le voir, DeMar DeRozan, c'est un joueur qui se crée énormément ses tirs, où les 3 quarts de ses réussites, en tout cas, ce sont des tirs qu'il a créés, qu'il s'est créé lui-même. Lorsqu'il va au drive, il a plus de 50%. Lorsqu'il prend les tirs de lui-même, il a plus de 54%. Et en revanche, dans le catch and shoot, c'est-à-dire le tir qui précède une passe qu'on lui a envoyée, il est à moins de 40%. Donc,
ça implique également beaucoup de jeux statiques pour Toronto et il va y avoir besoin d'une évolution parce que tout au long de la saison, il va pas réussir à tenir à ce rythme. C'est ça le côté old school. Il joue beaucoup d'un contre un, il va créer son propre tir avec des dribbles, avec ses mouvements et tout. Mais il faut de tout dans la NBA. Et c'est bien que cette école-là soit encore représentée par le meilleur marqueur actuel. Alors, est-ce qu'il peut être MVP? Dernière question. J'y crois pas. Je pense pas qu'il tienne vraiment à ce rythme-là, 82 matchs. En revanche, alors, je dis ça cette année ou dans les 3 années, 4 années à venir, par exemple, il y a 27 ans. Hein. Alain nous demande de lire la... Sors ta boule de cristal et donne-moi un pronostic. Je pense en tout cas, s'il continue au moins sur cette lancée-là, il va figurer dans les All-NBA Second Team ou Third Team et ce sera déjà une très grosse performance. Ça serait déjà énorme. Et si Toronto peut encore aller en finale à l'Est, ça serait génial. Mais très honnêtement, il y a tellement de bons candidats pour MVP, je ne crois pas que DeRozan fait partie des favoris. Quoi. Ce qui est dangereux pour Toronto, c'est qu'on l'a vu face à Cleveland, on l'attendait en défense, ça s'est compliqué. Et s'il y a une blessure chez Toronto ou s'il y a une grosse baisse de régime chez DeRozan, ça déséquilibre tout le jeu et les résultats collectifs vont vraiment s'en sortir. Il va être ciblé et il va forcément se fatiguer. Merci messieurs en tout cas pour cette analyse très fine du jeu de DeMar DeRozan. Une autre équipe qui marche bien, ce sont les Charlotte Hornets. Ils ont commencé par 2 défaites, mais depuis ça roule. 7 victoires en 10 matchs au total, portées par un homme tout d'abord, c'est Kemba Walker. Il est à 25,8 points par match. Il est plus leader que jamais. Ils avaient perdu beaucoup de monde pendant l'intersaison et finalement ça tient. Pourquoi ça marche? Est-ce que c'est la continuité ou est-ce qu'il y a des changements qui ont fait quelque chose? Je les voyais vraiment pas du tout à ce niveau-là, hein, pour être honnête. Ils ont perdu Jeremy Lin, plusieurs joueurs cet été. Et ça tient quand même à plusieurs choses. Ça tient déjà à la montée en puissance de Kemba Walker, qui lui aussi progresse un peu comme DeMar DeRozan. Ça a toujours été un joueur décisif, etc. Mais avec parfois un peu limité, parfois un peu obstiné. Là, il est devenu vraiment leader dans l'âme. Et ça marche. Encore, on l'a vu face aux Minnesota Timberwolves, où il a lancé l'équipe. Ça tient aussi à Nicolas Batum. Ça fera plaisir à notre invité d'aujourd'hui, Jérémy Medjana. Puisque Nicolas Batum assure vraiment dans son rôle d'aiguilleur, d'animateur du jeu. Il est hyper complet, il fait énormément de choses pour Toronto. Et puis tout le monde a progressé. Frank Kaminsky progresse également dans le jeu, dans l'attitude. Marvin Williams tient son rôle. Cody Zeller progresse également, qu'ils ont prolongé cet été. Et voilà, pour le moment, ça tient chez Charlotte. Et c'est vraiment une grosse surprise, en tout cas en ce qui me concerne, à ce niveau-là. Georges, surpris ou pas? Il faut dire, ils ont quand même perdu plusieurs matchs contre les équipes les plus fortes. Ils ont surtout battu des équipes considérées plus faibles. C'est comme Atlanta, ils ont perdu 2 titulaires et ils sont quand même au même niveau que la saison passée. C'est déjà un exploit. Kemba Walker, il ne faut pas oublier, c'est un meneur de jeu. En fait, il faut plus le comparer à Kyle Lowry qu'à DeMar DeRozan. Et donc, il est probablement le meilleur meneur de la conférence Est actuellement. Quand on voit 26 points par match, 5 passes, avec Batum, il y a une entente parfaite, parce que Batum fait exactement ce que Walker ne fait pas. Et en plus, Walker ne fait qu'à 1m85. Donc, c'est un peu comme un Allen Iverson moderne, petit scoreur, un peu meneur. Un joueur, on va dire, assez unique. Ouais, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui vient de l'école new-yorkaise. Bon, alors le tableau, hein, maintenant ils sont à 7 victoires pour 3 défaites, puisqu'il y a le match face aux Wolves. Mais encore une fois, il est vraiment leader dans. Il prend des responsabilités, mais jusqu'ici, il avait tendance à avoir des inconstances dans un match, avoir même des petits moments de fatigue en fin de match. Aujourd'hui, il est capable d'assurer 48 minutes. J'espère que la blessure, la petite frayeur au dos qui s'est faite face aux Wolves ne sera pas trop grave, puisqu'il est revenu ensuite au cours du match, donc ça devrait aller. Mais en revanche, on lui demande beaucoup de choses. C'est un peu comme DeRozan et Lowry à Toronto. Il va y avoir de la fatigue quand il va y avoir les back-to-back. On arrive dans la période autour de Noël, quand tout le monde est sur les rotules. J'ai un peu plus peur que pour Toronto, pour être très honnête. Il y a quand même un peu moins de profondeur. Il y a moins de profondeur d'effectifs. Ça dépendra de la capacité de Steve Clifford à lancer son banc et à relancer son banc. Mais encore une fois, Toronto, hein, la profondeur de banc n'est pas folle non plus, hein, dès qu'on va puiser dans les 8e ou 9e joueurs. Le pauvre Roy Hibbert, j'ai commenté un match l'autre jour. Il court sur une jambe. Il traîne complètement son genou. Donc, je crois que je cours plus vite que lui. Mais en ce moment, c'est tout dire. C'est peut-être difficile pour lui physiquement, mais je pense que la fréquentation de Patrick Ewing lui fait du bien parce qu'en termes d'activité, il est quand même présent. Alors c'est compliqué, c'est parfois difficile, mais c'est quand même plus joyeux que ces 2-3 dernières années. Et après, vous avez Kaminsky et Spencer Hawes qui sont obligés souvent de jouer ensemble.
Donc, une faiblesse défensive criarde. Mais bon, je trouve que ce qu'ils ont fait jusque-là, c'est assez satisfaisant, quoi. Un petit mot sur Nicolas Batum, évidemment, le Français de cette équipe. 13,8 points, 6,4 rebonds, 5,2 passes. Il remplit la feuille de stats comme d'habitude. Est-ce que c'est le lieutenant principal de Kemba Walker, officiellement, numéro 2 de cette équipe maintenant? Numéro 2, j'ai envie de dire numéro 1 bis en fait. Presque numéro 1 bis, dans la mesure où Kemba Walker va s'occuper du scoring et Nicolas Batum, il s'occupe pas du scoring, mais il s'occupe vraiment de tout le reste. Et alors je sais que par rapport à son contrat, des gens aimeraient le voir avec plus de responsabilités offensives. Mais pas son coach, heureusement. Mais pas son il coach. ne lui met pas cette pression stupide sur le dos. Malgré tout, c'est vrai que quand il est en NBA, moi j'ai un autre regard sur lui en équipe de France, mais quand il est en NBA, sa faculté à orienter toute l'équipe et à les placer et à prendre les rebonds, à poser les systèmes et à faire et à jouer juste est très importante. Et elle est aussi importante pour Kemba Walker parce que ça lui délègue énormément les tâches qui sont normalement consacrées aux meneurs de jeu. Et à mon avis, Vincent Collet doit apprendre à utiliser Nicolas Batum de la même façon en équipe de France. C'est un des plus gros défis pour les prochains mois. On passe à la déclat de la semaine. Elle est signée Marcin Gortat. Elle concerne les Wizards et elle n'est pas très joyeuse. On va la voir à l'écran. C'est Marcin Gortat qui n'est pas franchement satisfait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer. Je crois qu'on a le pire banc de la Ligue. Un joueur qui balance comme ça sur ses coéquipiers. Ouais. Georges, est-ce que ça pose pas un petit problème dans le vestiaire? Alors après, il se parle peut-être franchement comme ça, mais c'est très sec quand même. Oui, mais ils ont besoin d'être secoués. Et pour le moment, Scotty Brooks a l'air un peu apathique au même titre que Jeff Hornacek sur le banc des Knicks. Donc, Gortat, c'est un titulaire, c'est le pivot, il a de l'expérience, il a un gros contrat. Je pense que c'est normal qu'il dise quelque chose. Si, peut-être, dans son esprit, vous savez qu'entre John Wall et Bradley Beal, il n'y a pas d'entente. Ces deux-là, c'est la franchise, soi-disant l'avenir de cette franchise. Et quand vous avez deux stars qui ne s'aiment pas et qui ne s'entendent pas, ça rappelle un peu Harden et Dwight Howard à Houston. Et donc, je crains le pire pour Washington, ou peut-être un échange, mais qui va vouloir acheter le contrat de Bradley Beal avec tous les matchs manqués sur blessure depuis 3 ans? La déclaration de Gortat, elle est justifiée. Après, on ne peut pas lui reprocher grand-chose en fait à Gortat. Déjà, sur son début de saison, il tourne à plus d'un double-double de moyenne. Il est vraiment bon, même en termes de réussite au tir, il est à plus de 50%. C'est un super coéquipier en fait en temps normal. C'est un joueur plutôt jovial, même si ça ne se voit pas physiquement. Mais c'est vraiment un joueur plutôt jovial. Et là, je crois que c'était vraiment la déclaration de frustration. Il s'est excusé après. Il s'est excusé après sur les réseaux sociaux. Il s'est fait recadrer par Scott Brooks. Et je pense que le recadrage était aussi normal pour le reste du groupe. Mais c'est une déclaration qui est faite pour booster l'équipe, qui est faite pour dire allez là, remuez-vous, parce qu'en tout cas on commence la saison comme ça, mais elle va pas se finir comme ça, c'est pas possible. Et bon, la manière est mauvaise, mais parfois il faut en passer par là. Et en tout cas, on peut pas lui reprocher d'être un gars qui normalement pourrit un vestiaire. Donc justement, venant de lui, ça prend d'autant plus. Voilà, et venant de lui, ça prend d'autant plus d'importance. Et je pense pas qu'on puisse le reprocher ça. Après, en plus, sa déclaration, elle est vraiment loin d'être injustifiée. Washington est pour le moment un des pires bancs de la ligue. C'est ce que j'allais te dire. 25 points pour le banc en moyenne, et les 5 joueurs du 5 sont au-dessus de 11 points par match, donc ils font relativement le boulot, en effet. Et il manque Ian Mahinmi, Jérémy Medjana pourra peut-être d'ailleurs aussi nous en parler, il manque Ian Mahinmi, et peut-être qu'avec le retour de Ian Mahinmi, déjà ça changera quelque chose aussi sur le banc. Thomas Satoransky est un jeune joueur qui prend encore ses marques, etc. Bon, Trey Burke, il faut faire aussi quelque chose avec lui. Donc en tout cas, la déclaration est justifiée, et bon, c'est normal que ça fasse des vagues. Mais en très très bref, messieurs, on a un tableau sur John Wall, je voulais juste vous montrer ses stats et vous demander, est-ce qu'il y a un problème? George l'a déjà touché un petit peu ce problème avec Bradley Beal. On va voir un peu. John Wall, il est à 22 points par match, un peu plus de 22 points par match, 3 fautes techniques, 2 expulsions. C'est son meilleur total de points en carrière en moyenne, mais il y a quand même quelque chose qui a l'air de pas aller, non? C'est ça, c'est l'ambiance. Gortat l'a exprimé la même frustration d'une autre façon. Wall, c'est les expulsions, les fautes techniques, il devient irascible. Et c'est ça la NBA quand vous perdez trop de matchs. En plus, c'est une équipe qui partait avec des ambitions, on va dire correctes, avec plutôt une équipe avec quelques talents, qui devait avec Scotty Brooks progresser. C'est tout le contraire qui se passe. Ça nous rappelle Jimmy Butler avec Hoiberg l'année dernière. Quand Jimmy Butler a mis la pression sur les Bulls et sur Hoiberg, là, c'est Gortat qui le fait avec Brooks. Je trouve ça normal.
Le problème de John Wall, c'est que c'est un meneur qui est habitué à perdre, qui a vraiment des ambitions, qui est en plus vraiment irréprochable sur le terrain. Alors après, il y a beaucoup de déclarations, lui, justement dans la presse, qu'on a pu lui reprocher. Il manque de reconnaissance, il a toujours fait sentir. Parce qu'il joue pour un loser. Il a pas de contrat chaussures, ça lui manque également. Donc voilà, je pense que là, il fait tout ce qu'il faut sur le terrain et qu'il en a ras-le-bol et il exprime de cette manière-là. On va appeler ça le phénomène Anthony Davis. Et il faut savoir que malgré tout, son salaire, alors ça reste toujours un salaire au-delà du réel pour nous. Mais son salaire, malgré tout, il commence à rentrer dans la norme. Il gagne autant que Yann Mahami, qui vient d'arriver, et Bradley Beal. Parce que c'est un ancien contrat. Et Bradley Beal, le prochain sera beaucoup plus cher. Et Bradley Beal, en revanche, là, il gagne à peu près 8 millions de plus. Mais parce qu'il est sur les nouveaux contrats. Mais en même temps, jamais... Enfin, ils étaient obligés de le faire parce que quelqu'un aurait proposé de l'argent à Bradley Beal. Bien sûr. Jamais je ne propose 25 millions par an. Je ne sais pas pourquoi tu dis que c'est surréaliste, tu devrais demander une augmentation. Apparemment, tu as mal géré ton arrivée au Si Mike Conley vend 30, c'est ça qui vend 25. Hein. On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine. On commence avec le top de Georges. Les Cavs de Cleveland qui ont confirmé en gagnant de 4 points face à Toronto hier soir. Giannis Antetokounmpo, qui a 21 ans, est présent dans le top 25 des 5 catégories principales statistiques, points, rebonds, passes décisives, interceptions contre. Les Milwaukee ont un bilan un petit peu au-delà de l'équilibre. Je regardais un débat récemment sur ESPN entre qui serait la plus grosse star, entre Wiggins et Jabari Parker. Je ne sais pas, regardez, au même âge, Giannis Antetokounmpo, ça m'impressionne je vais aller vite, mais sur la faculté des scouts, à déceler le talent chez des joueurs qui viennent de D2 grec. C'était le cas aussi avec Dirk Nowitzki, qui lui venait de D2 allemande. Savoir que 4 ans plus tard, il arriverait à ce niveau-là, ça me paraît fou, d'autant qu'il n'a pas encore de shoot extérieur. Lorsqu'il en aura un, parce que je suis sûr qu'il va en avoir un, ça va faire vraiment du dégât. Et quand ils disent entre Wiggins et Jabari Parker, Antetokounmpo pourrait leur passer au-dessus. Ah mais il est au-dessus. Ah ouais, voilà. On est d'accord. Mon top à moi, ce sera Greg Popovich, Stan Van Gundy, un peu tous ceux qui se sont exprimés. Alors on va pas faire de politique après l'élection de Donald Trump, mais déjà, j'ai trouvé les propos forts, c'est un avis personnel et intéressant. Et après, ce qu'il faut saluer, c'est quand même la NBA en elle-même qui laisse vraiment beaucoup de latitude aux gens pour s'exprimer, et ce qui est quand même honorable, quel que soit d'ailleurs le pour s'impliquer, voilà, pour s'exprimer, pour s'impliquer. Elle s'est impliquée avec l'histoire de Charlotte et du All-Star Game retiré, et je trouve que c'est bien qu'une ligue prenne... c'est exemplaire. Voilà, veuille donner l'exemple comme ça. Ce qui est marrant, c'est que la NBA soit comme ça, mais alors que la WNBA a posé beaucoup plus de problèmes avec les filles, mais sûrement parce que les joueurs qui se sont exprimés aussi ont un statut différent. Peut-être, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Même à l'époque où la NBA avait laissé les joueurs porter les t-shirts I Can Breathe notamment, et c'est des choses qu'on ne voit pas notamment en NFL par exemple. Oui, et la WNBA, ils ont quand même accepté. Oui, finalement, c'est parti pour mettre des amendes à la base. Mais autant que les propos qui étaient en l'occurrence très, très intelligents, c'est aussi le fait qu'ils aient le droit de s'exprimer que je trouve assez admirable et dont je voulais faire un top cette semaine. Tout à fait, c'est exactement le contraire de la NFL. Voilà, non, mais c'est pour ça que je dis ça et que je suis agréablement surpris. Toi qui connais si bien le foot US. C'est ça, le flop de Georges. Phil Jackson. Pourquoi aller chercher les poux dans la tête de LeBron James et son entourage? Quand les Knicks vont si mal, il ferait mieux de balayer devant sa porte. Tu as vu que la semaine dernière, on l'a mis en flop parce qu'il s'accrochait au triangle et que cette semaine, il a dit « j'en ai rien à faire du triangle », finalement. Oui, donc, mais en même temps, il aimerait bien que ça soit utilisé plus souvent et avec plus d'efficacité. Mais à mon avis, c'est trop tard. C'est plus du tout l'époque de l'attaque en triangle. Phil Jackson est l'art de la contradiction. Oui, mais je suis assez triste parce que je trouve qu'il est un peu en train de devenir la caricature de lui-même. Et qu'il s'exprime. Voilà, parce que ça, c'est hautain ce qu'il a fait vis-à-vis de LeBron. Et LeBron ne méritait pas ça par rapport à tout ce que tu as dit tout à l'heure. En plus. Il s'implique dans la communauté politiquement, il prend des risques. C'est un peu le contraire de Jordan quand il était joueur. Oui, ce qui est sûr, c'est que LeBron ne signera probablement pas à New York d'ici 2 ans. C'est vrai. Mon flop. Il veut la faiblesse des équipes, heureusement pour lui. J'ai failli dire les Wolves et puis je vais dire les Suns. Bon, après, c'est à peu près le même combat. C'est à peu près le même combat. Ouais, mais les Wolves, c'est quand même décevant là pour le moment. Les Suns, parce que on voit quand même qu'il y a un problème d'équilibre dans cette équipe, que malgré le talent, parce qu'il y en a, ça ne suit pas. Il va falloir faire quelque chose de Brandon Knight, là, qui erre comme une âme en peine, alors qu'il a prolongé pour. Un trade. Alors qu'il a prolongé pour plus de 70 millions de dollars sur 4 ou 5 ans de mémoire. Il faut faire quelque chose avec cette équipe. Et puis moi, je n'ai pas de flop, j'ai un
deuxième top. Normalement, on a l'image. C'est un tweet qui doit s'afficher. C'est un tweet, on parlait de NFL. C'est un tweet de Russell Wilson, qui est une superstar à Seattle et qui a dit « Je suis heureux d'annoncer que je m'associe au Sonics Arena Group pour aider à faire revenir la NBA et la NHL aux meilleurs fans du monde. » C'est-à-dire à Seattle. Alors, ça a l'air de rien et c'est probablement pas grand-chose dans le grand ordre des choses, mais c'est bien. C'est une superstar de la NFL à Seattle qui s'implique pour essayer de refaire revenir les Sonics. On va finir par y arriver. Alors, on peut quand même prendre simplement 2 minutes, mais ça sera probablement donc par une expansion et pas un déménagement de franchise. Oui, mais la NBA n'en veut plus de ça, de toute façon. Le déménagement de franchise ? Oui. Oui, mais ça implique aussi qu'il y aura probablement aussi des négociations par rapport à la future convention collective. C'est vrai. Et aussi que le contrat télé va s'adapter à cette expansion. Il y avait une clause qui était prévue. Ça veut dire que le contrat télé devrait être plus important encore que ce qui avait été annoncé. Et les joueurs de la NBDL vont toucher entre 50 et 75 000 $ la saison avec le nouveau contrat entre les joueurs et la NBA. Ça, c'est très important par rapport au basket européen parce que c'est exactement dans ces zones de salaire où la plupart des joueurs américains qui jouent en France se situent. Donc, il se peut qu'on aura beaucoup moins le choix dans les années à venir. Et beaucoup de joueurs vont rester là-bas en espérant. Mais même par rapport à nos Français et nos jeunes Français, il se peut que finalement le fait de rester en Pro 1 ou 2 ans de plus, que l'appel de l'outre-Atlantique soit encore plus vif et qu'ils partent plutôt. Oui, mais s'il y a beaucoup moins d'Américains, il y aura plus de temps de jeu pour les Français en France. C'est un autre débat, messieurs. Nous, on va passer justement à notre débat de la semaine. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice? Et si ils finissaient par y arriver? On parle beaucoup, non, on ne parle même pas beaucoup, pardon, des Clippers depuis le début de la saison. Pourtant, ils vont très bien. 7 victoires de suite pour eux. Jusqu'où peuvent-ils aller? C'est la question de notre débat de la semaine. Messieurs, le premier constat, c'est qu'on a affaire à une équipe défensive. 91,9 points encaissés par match. C'est tout simplement la meilleure défense de toute la NBA. On va le voir en stats et en images. Messieurs, à quoi vous attribuez ce changement de mentalité? De toute manière, c'est Doc Rivers. Doc Rivers a construit le titre et les 2 finales avec les Celtics, d'abord sur sa défense, autour de Kevin Garnett. Donc maintenant, il arrive avec son équipe des Clippers au complet à transmettre cette mentalité défensive parce que c'est important à tous les niveaux. Ça crée de la solidarité, les aides défensives, tout ça, ça donne un ensemble. Et après, vous avez envie de partager le ballon en attaque. Si vous défendez tous ensemble, c'est pour ça que tous les coachs qui arrivent dans un club, c'est d'abord par la défense qu'ils vont essayer de créer l'union des forces entre les joueurs. Bon, c'est surtout le fait qu'il a récupéré tout le monde. Le banc est meilleur avec Mary Spates. Et les Clippers, c'est la meilleure équipe avec Cleveland de la NBA aujourd'hui, sans aucun doute. Je vais donner une réponse tout d'abord rationnelle et avec plusieurs facteurs. C'est dû à plusieurs facteurs. Il y a Chris Paul qui arrive dans une maturité relativement incroyable, qui est énorme des 2 côtés du terrain. Aussi bien en attaque où il est plus patient, mais là on va parler de la défense. Mais même, je veux dire, il est plus fort en attaque, mais en défense il tient son rôle. Blake Griffin est revenu dans l'équipe et c'est un joueur qui s'est investi dans les tâches défensives. Il y a également un bon recrutement cet été de ce côté-là, notamment pour densifier le banc. Et puis il y a DeAndre Jordan qui devient quand même de plus en plus intelligent. Ça a toujours été considéré comme un bon défenseur. Moi, j'ai toujours émis des doutes sur son intelligence défensive. Alors certes, il a imposé de la dissuasion par son corps, mais là, en plus, il fait moins d'erreurs défensives. Il est plus intelligent dans sa manière de se placer, de se défendre, et ça change énormément de choses pour les Clippers. Maintenant, mon autre réponse est cette fois irrationnelle. Est-ce que les Clippers peuvent y arriver? Non, ça reste les Clippers. Voilà. Ah là, je ne suis pas du tout d'accord. Comme c'est l'année où jamais, c'est la dernière danse, comme disait Phil Jackson en 98 avec les Bulls. Là, c'est la dernière danse pour ce groupe qui peut exploser si jamais les résultats en play-off sont décevants. Donc, ils sont partis sur les chapeaux de roue avec la meilleure défense de la Ligue. Comme j'ai dit, endoctriné par Doc Rivers, qui a toujours été connu pour ça. Et je pense qu'ils vont continuer sur le élan. C'est uniquement une grosse blessure à un des 3 joueurs majeurs qui peuvent freiner cet élan cette saison. On va voir un petit peu les stats du Big Three normalement des Clippers. Est-ce que donc cette stabilité quand même, et tu le disais DeAndre Jordan, ça c'est une question, on a vu aussi la photo avec Team USA apparaître derrière toi. Est-ce que le cliché, il a passé un été en sélection, ça lui a bénéficié, ça marche? Non mais ça a marché pour à peu près tous les joueurs de Team USA cette saison. Jimmy Butler, même Harrison Barnes qui faisait tourner les serviettes à Rio a progressé, ça a marché pour tous les joueurs. Et DeAndre Jordan dans cet environnement-là avec Team USA était
quand même avec Tom Thibodeau qui est assistant coach défensif pour Mike Krzyzewski, Greg Popovich qui est aussi dans les parages et forcément ça forme des pivots et ça lui a fait énormément de bien, je pense, dans sa compréhension du jeu. Oh bah, il a été décisif en défense dans les matchs couperés à Rio. C'était Durant en attaque, DeAndre Jordan, Paul George et quelques autres en défense. Alors, est-ce que parmi ce qui va les faire tomber, il y a un manque de shoot à 3 points? Dans une NBA où il y a de plus en plus de shoot à 3 points, il y a JJ Redick. Chris Paul shoot plus que dans toute sa carrière. Il a 5 tirs par match à longue distance. Avec réussite, d'ailleurs. Voilà, avec réussite. Hein, il est à droit, en effet. Est-ce que c'est une stratégie qui peut tenir sur le long terme? Et aussi, est-ce qu'ils ne vont pas souffrir sur le small ball Attention, quand ils ont Jamal Crawford. Alors, je parlais du 5. Oui, mais je pense qu'ils ont quand même suffisamment d'armes à 3 points. Il y a quand même une déficience sur le poste 3, voilà, qui est quand même très lacunaire, même si c'est un poste 3 défensif avec des joueurs qui, de ce côté-là, assurent, mais il y a quand même un manque de points. Il dit qu'il a le meilleur défenseur de toute la NBA, Luc Mbah-a-Moute, le Camerounais. Luc Richard Mbah-a-Moute. Le meilleur défenseur de la NBA, dit Doc Rivers. Ça, c'est fort, ça. Alors, le ton avec lequel tu le dis, Georges, ça me laisse penser que tu n'es pas d'accord. Ah, non, je suis plutôt... est-ce qu'il est le meilleur défenseur devant Kawhi Leonard? Non. Mais il fait partie de l'élite des défenseurs, moi je pense. Et c'est vrai que ce qu'il faudrait, c'est un 3. Bon, c'est un peu le rôle de Crawford. Il fait 2-3 scoreurs derrière Mbah-a-Moute quand ils ont besoin de jeu offensif, quoi. Bon, le problème de Jamal Crawford, c'est que s'il joue 3, il se fait quand même enfoncer en défense, même s'il joue 2. Mais en tout cas, oui, Luc Richard Mbah-a-Moute est excellent dans ce rôle-là. Après, je veux dire, Paul Pierce était censé amener du point dans cette équipe-là. Et puis Paul Pierce, là, il est quand même sur les rotules. Ouais. Donc c'est ça qui, à terme, pourrait leur jouer des tours. C'est vrai, ça c'est la limite de l'équipe. Mais en revanche, c'est une équipe qui a appris à faire une nouvelle chose, c'est à jouer sur jeu placé et à jouer rapide. C'est-à-dire que maintenant, jusqu'ici, Chris Paul, c'était toujours... Certes, ils sont connus pour faire des alley-oops, mais avant ça, Chris Paul prenait énormément de temps pour monter la balle, etc. Là, il y a du rythme, et du rythme qui est imposé dès la montée du ballon, et ça change énormément de choses dans la circulation de balle. D'ailleurs, Doc Rivers s'en est félicité récemment. Et de ce côté-là, ça donne quand même l'image d'une vraie équipe, enfin une vraie équipe. Oui, Paul dribble moins. Ouais. Pour faire simple. Tout à fait, ouais. Est-ce qu'ils ne vont pas souffrir quand même face au small ball aussi, notamment, parce que je pense aux Warriors qui sont l'opposant principal, quand ça va se décaler avec... petit aussi, hein. Après, le small ball, c'est pas l'arme ultime. De Griffin et de Jordan non, mais dans cette configuration-là. Le small ball, ça a marché, voilà, ça a marché parce que c'était les Warriors et que les Warriors avaient les qualités ont toujours les qualités pour jouer small ball. Maintenant, toute la ligue peut se mettre à jouer small ball, ça va pas marcher pour autant. Et où les Clippers ont les armes pour répondre à des séquences de small ball. Et je veux dire, malgré tout, le small ball, ça reste pas la clé pour toutes les équipes pour arriver au titre NBA. Oui. Voilà. Oui, ils jouent soit avec DeAndre Jordan, soit avec Griffin à l'intérieur et 4 petits entre guillemets autour. Je pense qu'ils ont vraiment de quoi faire de tous les styles de jeu et de s'adapter à tous les styles de jeu des adversaires. On va voir leur début de saison en chiffres par rapport au début de saison des saisons précédentes et on va voir que ça part beaucoup mieux. 6-5 l'an dernier, 10-1 cette année. Oh, la défense, plus, je ne me rendais pas compte. 14 points de moins. C'est ça, la défense, c'est une extraordinaire transformation. Messieurs, est-ce que ça peut aller loin en play-off ? Non mais je disais tout à l'heure, non, c'est les Clippers, c'est parce que traditionnellement c'est les Clippers, et voilà, ça peut pas aller loin, surtout quand on préfère le maillot violine or. Ah oui, mais si on tombe là-dedans. Mais oui, ça peut aller loin parce que comme tu l'as dit, Georges, le groupe peut éclater. Chris Paul, il en a pareil, ras-le-bol de perdre et ras-le-bol de perdre en post-saison. Blake Griffin doit se racheter et je le vois, s'il n'y a pas de blessure, je le vois vraiment prendre aussi son rôle à bras-le-corps. Une finale de conférence. Alors, ça peut aller au moins jusqu'en finale de conférence. Donc finale de conf, ça veut dire qu'ils peuvent battre les Spurs. Oui. Les Spurs sont moins forts cette saison. Ça dépendra ensuite quels sont les seeds, mais parce que tu vois forcément Golden State arriver s'ils vont en finale de conférence, ils battent soit les Spurs, soit les Warriors. Oui, mais attention, s'ils finissent à la première place de la conférence, ce qui n'est pas impossible, après, vous pouvez avoir Golden State face aux Spurs. Oui, non, voilà. En tout cas, ils peuvent aller en finale de conférence. Cette première place va être importante, justement. Vrai, mais de toute façon, là, je vois dans le top 3 de l'Ouest, top 3, je vois n'importe qui, je pense, peut même avant la saison, on les mettait dans le top 3, et pour moi, ils sont même un peu plus hauts. En tout cas, c'est surprenant. Là, c'est une nouvelle attitude. J'ai mes doutes. Alors, Doc Rivers, c'est un super coach, hein, d'accord, et à ce niveau-là, quand on est à ce niveau-là, on est forcément un super coach. J'ai mes doutes quand même sur sa faculté à ensuite jouer sur ses rotations en post-saison, à s'adapter tactiquement, etc. Et c'est là aussi où ça va jouer. Tu parles de tactique, on va finir là-dessus. Est-ce que le AKDD, ça va jouer ou pas? Non, c'est fini.
Ils ont changé le règlement. Ouais, Oui, alors c'est vrai. Comme ils ont changé le règlement, ça vous le verrez peut-être une fois ou deux par match. C'est vrai, my bad. Mais heureusement, bye-bye et tant mieux, parce que qu'est-ce que c'était horrible à Alors, regarder. Je m'excuse humblement avant qu'on me tombe dessus dans les commentaires, j'avais oublié le changement de règle. Honte à toi. Je n'étais absolument pas accusé Non, mais de ça. voilà, non, mais j'admets. Je voulais juste dire que c'était une bonne chose. Après, malgré tout, ils ont changé le règlement. Ça n'empêche pas que s'il a le ballon dans les mains, Voilà, il tire quand même, ça a toujours été le cas. on fera quand même faute sur lui. C'est Et ça, Le truc hack a Shaq, hack a c'est vrai, TD, mais c'est plus ou moins fini. C'est toujours un joueur à 45% quand même au lancer. Oui, Donc ça peut c'est être, clair que quand il a le ballon sous le panier, vous avez plus intérêt à faire faute que de le laisser vrai. dunker. C'est On ce est qui arrivera, d'accord. en effet. Là, c'est sûr. Voilà. Le résultat du sondage, puisqu'on vous a demandé votre avis sur Twitter, on va le voir. Est-ce que les Clippers peuvent atteindre la finale de Conf Ouest cette saison? Eh bien, c'est oui à 63%. Je suis d'accord. Et Forcément, non bravo à vous. 47%. Bah, écoutez, moi je pensais qu'il y aurait plus de non. De mon côté, je vais dire non. Je pense que c'est toujours trop juste. Et bah, peut-être messieurs, Mais alors les pourquoi Spurs sont un peu moins mais alors pourquoi forts. dans ce cas-là, pourquoi tu dis que c'est trop juste? déjà parce que je pense vraiment que les Spurs et les Warriors montent en puissance et qu'ils seront plus forts et plus aboutis. Et le au banc des niveau de la Spurs, post-season. c'est jeune. C'est soit le joueur le plus âgé de la NBA, Ginobili, soit tout un tas de jeunes joueurs qui n'ont pas d'expérience. Oui, mais ils ont Deadman, le meilleur Simmons, coach. Ils ont le meilleur coach David à San Lee. Antonio. Ouais, David Lee, il a de Mais l'expérience. après, encore une fois, voilà, là, on est après 11 matchs. Oui. On parle des finales de conférence. C'est vraiment hyper tôt. Tout peut Bien se passer sûr. durant l'année. Mais Bien sûr. de ce qu'on voit là depuis le début de saison, oui, les Clippers ont en tout cas le niveau d'un finaliste de conférence. Eh bien, messieurs, ça fait 2 oui, 1 non. On en reparle à la fin de la saison. Et nous, on passe au zapping. Tough one to make there. Inside Hars. He missed the shot! Maybe the... Je suis pas sûr qu'on voit beaucoup de mannequin challenge Alors, avec voilà. le futur président des États-Unis. Ah oui, je suis parti là-dessus. Je croyais que tu allais nous proposer d'en faire un. Bon, le mannequin on challenge. peut si tu veux. Hein, Mais mais, on va n'a pouvoir pas beaucoup de temps, quoi. on va pouvoir remplir des zappings avec le mannequin challenge pendant 3 semaines, à mon avis. On passe tout de suite à l'invité. L'argent a coulé à flot en NBA ces derniers mois et nous avons la chance de recevoir un des agents qui a aidé les Français à signer quelques très gros contrats. Jérémy Medjana, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous travaillez pour Comsport, vous êtes même le cofondateur de Comsport. Vous représentez notamment Nicolas Batum, Ian Mahinmi, Evan Fournier, Kevin Séraphin. J'ai donné les principaux, il y en a quelques autres évidemment. Il y a Rudy en route. Et il y a Rudy Gobert, autant pour moi, je croyais l'avoir mis dans la liste. Erreur coupable. Encore une aujourd'hui. On va voir justement les contrats qui ont été signés cet été. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Voilà votre travail. Vous avez le bilan devant les yeux. Rudy Gobert, 102 millions. Nicolas Batum, 120. Evan Fournier, 85. Yann Mahinmi, 64. Et 3,7 pour Kevin Séraphin. Ouais, on peut dire deux choses quand même sur Rudy Gobert. Il y a quand même des bonus. Hein. Je crois qu'on peut parler de 9 millions de dollars de bonus. Donc c'est plutôt 93 millions en tout cas de garantie. Et Kevin Séraphin, sa deuxième année n'est pas garantie pour le moment. Je me trompe, Jérémy? Tout à fait. Voilà. Il connaît tous les détails des contrats. De toute façon, les stats et les contrats, c'est Jérémy. Les bonus, c'est un peu moins. C'est pas 9 millions pour Rudy, c'est un peu peu moins, mais bon. Et
Et on Il précise les aura, aussi- ces bonus, de toute Voilà. manière. Oui, il y a une grande partie des bonus qui va avoir ça. Et puis on précise aussi que pour Rudy Gobert, ça prend effet l'année prochaine, hein, le gros Tout à contrat. fait. Il lui reste la dernière année de son contrat rookie. Bouna Ndiaye disait à Jérémy sur Basket USA notamment, on ne refuse pas un contrat à 100 millions de dollars. Est-ce que vous, cet été, vous avez eu conscience de jouer vraiment avec des sommes complètement folles ou alors c'était vraiment le boulot comme d'habitude? Non, en fait, on n'a pas joué ce qui était important pour nous. Et c'est vrai que ça s'est vraiment bien enchaîné au niveau des négociations, même si Rudy, il a fallu quand même expliquer, parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes, il y a eu beaucoup d'annonces au niveau des médias. Ça a beaucoup extrapolé sur son contrat, sur un contrat de 5 ans, sur des montants max. Bon, la réalité, c'est que quand vous avez une opportunité d'être dans une bonne équipe, une équipe qui est quand même, je trouve, assez excitante pour la suite, et de vous sécuriser pour, entre guillemets, le restant de votre vie, hein, on peut parler clairement. Bon, voilà, à un moment donné, il faut avoir aussi la tête sur les épaules. Je veux dire, on peut aussi être toujours plus gourmand. Et c'est vrai qu'on a des joueurs qui sont quand même dans une réflexion, ces joueurs assez intelligents, et qui ne cherchaient pas forcément à gagner le plus d'argent. Et c'est vrai que c'est intéressant en termes d'échange d'être avec des joueurs comme ça qui, voilà, par exemple Evan aurait pu gagner plus, Nico aurait pu gagner plus. Moi, quand je vois Nicolas jouer en ce moment, je suis tout à fait d'accord avec Georges. On en reviendra peut-être sur l'histoire de. J'espère que Vincent va réussir à utiliser Nicolas de la même façon que. On précise que vous êtes aussi l'agent de Vincent Collet. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, c'est plus Bouna qui donc le ça gère. a Mais, autant plus de points Oui, bien sûr, de vous. bien sûr, mais c'est vrai que c'est un débat. Mais c'est vrai que Nicolas, quand je le vois jouer actuellement, ça fait plaisir. Il a retrouvé effectivement le plaisir à jouer. Il l'a dit dans une interview récemment que ça a été. Voilà. Après, pour revenir au fil conducteur des contrats, disons que oui, ça a été un été où on a eu des contrats records pour évidemment le sport français, le basket plus particulièrement. Mais ça s'est passé assez naturellement, même s'il y a un énorme travail derrière. Il ne faut pas se leurrer, c'est des négociations. Le contrat de Rudy, c'est une négociation d'abord pour laquelle on a été des plus discrets, puisqu'on a évidemment beaucoup de journalistes, beaucoup de personnes qui nous ont clairement harcelés pour avoir des informations, Tout le monde attendait, pour parler clairement. Mais bon, à un moment donné, nous aussi, on a à être pro quand on doit être pro. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas se permettre de divulguer des informations quand, avec le JM, on s'est mis d'accord autour d'une table pour se dire, voilà, on garde une confidentialité totale. Mais clairement, alors excuse-moi, juste clairement, ça a pris combien de temps pour Rudy Gobert une négociation comme ça? Parce que le grand public l'apprend que sur Ça a la pris fin. 3 mois. D'accord. 3 mois à peu près, ouais. Et donc la marge de négociation, c'était là en l'occurrence sur les bonus. Non, je vous dis sur la 3 mois, même structure. pas. Non, ça a pris plus que ça, puisqu'on a commencé début juillet, donc ça a pris 4 mois, pardon. Jérémy, tu voulais? Non, ça a parce que- été signé à la date limite. Oui, c'était la date Juste limite, avant c'est la ça. date limite. Parce que tu parlais des montants qui sont forcément, qui peuvent faire tourner la tête, mais en même temps, vous ne tombez pas de nulle part. Comme sport existe depuis un certain temps, ce n'était pas non plus les premiers gros contrats que vous négociez. Il y a une progression aussi exponentielle. Enfin, voilà, il y a une croissance pour vous. Vous avez déjà signé le gros contrat de Nicolas Batum. Il y a déjà de l'expérience dans ce domaine, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a un vécu. Il y a eu quelques contrats, même quand on représentait Mozgov il y a quelques années. On a amené Mozgov en NBA où on y est allé au bluff avec le club de Khimki Moscou. Voilà, ils nous ont mis un bayat. Il n'y avait pas de bayat dans son contrat. On a négocié un bayat. Ils ont mis 2,5 millions. Puis ils pensaient qu'à 2,5 millions, il ne bougerait pas. Puis on a réussi à le mettre à New York sur un contrat de 10 ans, un contrat de 10 millions sur 3 ans, où le joueur payait la différence entre ce qui est autorisé par la NBA et au club, donc de sa poche. Mais bon, Mozgov, il était aux anges, quoi, quand il a atterri en NBA. Et aujourd'hui, il est bien content hein, avec Voilà, son oui. gros Ouais, contrat aux Lakers. C'est clair. Après, pour des joueurs comme Rudy et Evan Fournier, qui sortaient de leur contrat rookie où il y avait une prolongation, est-ce qu'il y a une seconde où ils pensaient vraiment partir? Parce que maintenant, ça semble vraiment naturel de prolonger dans sa première équipe, parce que les contrats arrivent tôt, non? C'est la deuxième équipe pour Evan. Mais La deuxième équipe, pardon, parce qu'il a été Oui, transféré, Evan, mais c'est un peu différent. c'était le contrat rookie derrière. Ouais, il avait déjà changé d'équipe, mais non, l'un comme l'autre se sont épanouis dans dans leurs équipes respectives. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est des franchises qui bâtissent autour d'eux. Et il n'y a pas forcément de raison de partir. Je pense que c'est des joueurs, c'est des compétiteurs. Ils ont aussi, il y a tout un débat autour du départ de Kevin Durant, mais on ne va pas les comparer à Kevin Durant. Kevin Durant, c'est entre guillemets une superstar de la NBA, mais c'est vrai que c'est des joueurs qui ont envie de faire monter leurs équipes et pas forcément de changer d'équipe et d'aller dans une équipe plus forte, parce que Evan aurait pu par exemple le faire. Il aurait pu le faire aussi pour gagner plus d'argent, pour que son club d'Orlando soit obligé de matcher, mais aussi avec évidemment l'incidence
financières qui ne leur auraient peut-être pas permis de recruter des joueurs que l'on connaît comme Biombo, Ibaka. entre autres Ibaka. Voilà. J'avais eu Bouna donc, le soir de la négociation téléphone, le soir de l'annonce du contrat de Rudy Gobert. Et il m'avait également dit que voilà, c'était éprouvant et que sur ce dossier-là, justement, tu parlais de la possibilité pour Evan qu'au lors de match, que Rudy Gobert, finalement, vous n'aviez pas tous les leviers en main pour cette négociation-là, puisqu'il était free agent protégé et que Utah pouvait très bien attendre un an de plus pour faire ce contrat-là, pour proposer. Oui, bien sûr. Après, ils ont testé nos nerfs, ils ont testé les nerfs du joueur. Mais à partir d'un moment donné, on s'était fixé un seuil avec Rudy et on n'allait pas y déroger. Et puis, on estimait qu'à un certain montant, ça nous semblait honnête et il fallait signer. Et puis, en dessous de ce montant-là, faut se fixer aussi à un moment donné des seuils. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait ce qu'on a fait avec Rudy dans le cas de Rudy, dans le cas concret de Rudy, pardon. Et n'oubliez pas que la saison dernière, il a connu 2 blessures assez graves, Rudy Gobert. Donc, quand on vous propose, comme vous dites, le contrat pour assurer le reste de votre vie et de plusieurs générations après vous, oui, à un moment donné, il faut y aller. faut être sage. Quoi, à un moment Pour donné. Evan Fournier, vous disiez, c'est lui qui a laissé peut-être le plus d'argent sur la table, d'ailleurs, au niveau de son contrat. Ça se passe comment? Là, vous parliez de seuil, voilà, on dit à tel montant, on dit oui, on dit non. Pour ce qu'a laissé Evan, c'est lui qui est venu vous voir, qui a dit, moi, je suis prêt à laisser moins, ou ça s'est passé comment à ce moment-là? Non, mais en discutant, ça coulait de source, c'est-à-dire c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on est en phase avec nos joueurs. Et ça s'est passé assez naturellement. C'est vrai que je pense qu'Evan et Nicolas ont laissé... entre 13 et 15 millions de dollars, ils auraient pu gagner entre 13 et 15 millions de dollars supplémentaires. Mais sincèrement, par exemple, Evan n'avait pas envie d'aller dans... Il y avait 3 équipes clairement qui étaient prêtes à lui proposer beaucoup plus d'argent. Vous n'avez pas le droit de nous dire les noms des 3 équipes. Disons, on n'a pas envie de rentrer dans ce débat-là, mais c'est pas des équipes pour lesquelles il était plus excité à l'idée d'aller jouer. Philadelphie. Qui avait de l'argent l'été dernier? Bon, Philadelphie avait de l'argent. On sait que pour Batum, il aurait pu aller aux Knicks de New York, par exemple, pour donner un exemple concret. Et c'est vrai qu'il est mieux à Charlotte qu'au Knicks quand on voit le niveau des 2 équipes. Evan, il y avait Sacramento, par exemple. C'est vrai que Sacramento aujourd'hui, c'est problématique. Mais c'est une vraie question d'ailleurs. Georges dit il a préféré rester à Charlotte plutôt qu'aller à New York. Ça existe encore pour vous en tant qu'agent, les gros marchés? Ou est-ce que maintenant avec le web, avec tout ça... Non, c'est évident, bien sûr qu'il y a des gros marchés. On le sent déjà évidemment dans les négociations avec les équipementiers. C'est là où peut-être le ressent le plus. Et on le voit avec Porzingis. Porzingis a signé énormément de contrats. Son maillot est un des maillots les plus vendus en NBA. Il a signé, pour le dire, le plus gros contrat équipementier pour un joueur européen de toute l'histoire. Avec Adidas. Mais après, il y avait aussi le risque que New York, il y avait tout à faire. Donc on repartait aussi, entre guillemets, pas d'une feuille blanche, parce que il y a quand même des joueurs. Mais on part après sur une note. Et Evan se sentait bien à Orlando. New York, c'est aussi un autre mode de vie. C'est une ville où ça bouge tout le temps. Vous entraînez pas où vous jouez. Donc, vous voyez, beaucoup de tentations. Evan est un énorme bosseur. Il a besoin d'avoir un accès assez facile à la salle. À Orlando, c'est un peu la campagne comparée à New York. Oui, et puis c'est un environnement sympa. Il est à la salle pour s'entraîner. Je crois qu'il y avait une offre de New York pour Evan aussi, alors c'est ça, parce que là où vous vous êtes embrouillé les pinceaux avec Nicolas dont on parlait à New York. Oui, non, pas de scoop inutilement, monsieur Maté. Après, il y a un genre de... Mais c'est 2 joueurs qui avaient clairement, qui étaient courtisés, qui avaient la... Et New York avait besoin de bons joueurs. Non, évidemment. Il y a un contrat qui m'impressionne plus particulièrement, en fait, c'est celui dont on parle le moins, c'est celui de Kevin Serafin. Historiquement, Kevin Serafin... Moi, c'est pas le contrat qui m'impressionne le plus. Non, mais c'est le contrat de Yann qui m'impressionne le plus. Mais c'est plutôt le fait qu'il arrive et qu'il signe chez les Pacers. Kevin Serafin a commencé avec vous. Il est parti ensuite chez Rich Paul. Il a connu un été très compliqué. Enfin, ça fait quand même plusieurs étés là qu'il vit de manière très compliquée. On l'annonçait à Barcelone. Il était possible qu'il quitte la NBA. Finalement, il quitte Rich Paul. Il revient chez vous. Je pense ne pas me tromper en disant que ça s'est passé comme ça. 5 jours après, il signe chez les Pacers. Ça dit quoi de comme sport 5 jours après, non, parce qu'on a dû respecter le délai imposé par la NBA pour changer d'agent, qui était de 2 semaines. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Kevin, je reprends contact avec lui, pour expliquer les choses, j'ai mon partenaire espagnol qui représente le coach du Barça et qui me dit, je ne comprends pas, est-ce que tu es toujours en contact avec Kevin? Parce que nous, on a
voilà, mon coach veut Kevin et puis on ne comprend pas, ils n'y arrivent pas avec l'agent. Et puis en fait, voilà, j'ai appelé Kevin pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait. Et puis voilà, son agent a fait une proposition au Barça et le Barça n'a pas répondu favorablement à cette proposition-là, mais ça ne voulait pas dire pour autant qu'il ne voulait pas de Kevin, mais pas sur ce montant-là. Voilà, donc en fait, après, je ne vais pas plus rentrer dans le détail. Voilà, avec Kevin, on a repris contact et il m'a rappelé quelques jours plus tard en me disant écoute, si Bouna et toi, vous me trouvez un job, un bon job en Europe, je suis prêt à me réengager avec vous. Et je lui ai expliqué à Kevin, je lui ai dit on ne peut pas travailler comme ça. Je lui ai dit soit tu prends une position voilà, avec ton agent parce qu'on aime fonctionner comme ça. Et je lui ai dit voilà, si tu prends une position claire où tu changes d'agent et tu reviens chez nous, pas de problème. Mais je lui ai dit nous on ne peut pas se permettre de chercher parce qu'il y a aussi une question de crédibilité, il y a aussi une question de réglementation. Donc il s'est engagé dans un premier temps avec nous pour l'Europe, puisqu'il n'avait pas d'engagement avec Rich Paul pour l'Europe, il n'avait qu'un engagement sur la NBA. Et puis, les négociations avec le Barça ont pris beaucoup de temps parce que le nouveau JM, Rodrigo de la Fuente, voulait 2 ans de contrat. On a bataillé pour essayer d'avoir un transfert à la fin de la première année, un montant de transfert pour le libérer, mais en fait, on était sur des montants qui étaient irraisonnables. Voilà, donc on était bloqué. Puis en fait, dans le même temps, on a expliqué à Kevin que début juillet, 5-6 clubs nous avaient appelé en nous demandant après lui. Et en fait, c'est vrai qu'on avait été surpris que tous les clubs n'étaient pas au courant, que ça faisait quand même 3 ans qu'il avait changé d'agent. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, ça dit quoi de la situation, enfin ça dit quoi du travail de Rich Paul dans ces cas-là? Ça veut dire que Kevin était un joueur relégué dans son catalogue, si on peut appeler je sais pas, mais pour l'anecdote, vous savez à l'époque, quand Ronny Turiaf nous a quittés, Bouna a reçu un coup de téléphone de Mitch Richmond et de Chris Mullin pour lui faire une proposition. Et finalement, il a signé aussi aux Warriors. Et c'était le même club. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment signer avec des grosses agences et après derrière, peut-être ils se rendent compte qu'effectivement, ils aiment s'occuper des très gros joueurs, qu'ils reçoivent beaucoup d'appels, mais que les appels sortants, c'est plus compliqué et qu'ils n'ont pas forcément non plus envie de les faire. Après, l'avantage avec nous, c'est vrai que Kevin a apprécié de nouveau ça. Il me l'a dit clairement, il m'a dit c'est vrai que de parler de nouveau dans sa langue maternelle avec ses agents, avec lesquels il avait démarré, ça lui a fait beaucoup plaisir et évidemment nous aussi. Et pour vous, ça implique aussi je veux dire, vous avez accepté de rouvrir votre agence, de rouvrir les portes alors qu'il vous avait quitté? Oui, pourquoi? Parce que non, c'est pas naturel parce qu'il y a des joueurs avec lesquels on ne le ferait pas. Mais sincèrement, Kevin Séraphin avait été très classe quand il s'est séparé de nous. Il s'est posé avec nous autour d'une table et il nous a regardé droit dans les yeux. Il nous a expliqué, il nous a donné ses raisons, quelles qu'elles soient. Mais au moins, j'ai trouvé qu'il avait eu la franchise, ce qui est rare, hein, parce que malheureusement, on reçoit, quand un joueur nous quitte, on peut recevoir, souvent, on ne reçoit qu'un fax et même pas un coup de téléphone. Donc, et des fois, vous l'apprenez souvent par la bouche de quelqu'un d'autre, donc ce qui est quand même pas très... voilà, donc là, on a affaire à quelqu'un qui a puis en plus avec lequel on n'avait jamais eu de problème, quoi. Je veux dire, Kevin, et c'est pour ça qu'on a repris contact, parce qu'on a toujours maintenu un minimum de contact et quand on se voyait, il n'y avait pas de souci. Ça fait partie justement de vos objectifs, peut-être de rester, je ne vais pas dire familial, mais c'est vrai, proche de vos joueurs et de ne pas forcément devenir une énorme agence avec beaucoup de monde comme ça. C'est justement la différence entre ComSport et les autres. De garder cette patte-là. Pour moi, en fait, ce qui est pour l'anecdote, hein, ce qui est sympa aujourd'hui, on va dire, dans les chiffres, c'est que je pense qu'on a la meilleure moyenne salariale d'une agence NBA. Ce qui est quand même assez... et ça prouve qu'on est sur du qualitatif. Et les joueurs qui en sont là aujourd'hui sont les joueurs qui ont été, pour moi, le plus à l'écoute dans un échange totalement transparent. Voilà, des joueurs qui nous ont raconté qu'ils ont été démarchés par d'autres agents et maintes fois, mais ces joueurs-là ne répondent pas. Ils répondent simplement, nous, j'ai ce qu'il me faut et j'ai besoin de rien et j'ai pas de temps à perdre. Voilà, et c'est vrai que quand on commence à ouvrir les robinets ou qu'on commence à tendre l'oreille, c'est là où les problèmes commencent en général. Les calculs est vite fait, mais tu seras plus précis que moi. Mais du coup, la moyenne doit être de 23,5 millions si on part de la saison prochaine par joueur, à peu près? Oui, à peu près, ouais. Et si Kevin il continue à jouer comme ça, il va signer un bon contrat aussi. En plus. On va voir une petite photo que vous nous avez gentiment envoyée qui va montrer un peu aussi le chemin parcouru. C'est donc vous, Jérémy Medjana, avec Bouna Ndiaye. C'était il y a 20 ans? Oui, c'est ça, il y a 20 ans, quand on avait démarré en polo Nike, pour pas citer la marque, on était en stage avec la Slam Nation à Fréjus. C'était le premier stage qu'on organisait pour créer la chorégraphie de la Slam Nation.
Et puis la photo à côté, c'était il y a 2 semaines, le lendemain de la signature de Rudy, donc le match San Antonio Utah Jazz. Et le jour du polo rouge, si on vous avait dit vous allez signer pour 23 millions de contrats de salaire en moyenne dans 20 ans, vous y auriez cru ou Bah, je sais pas, mais Bouna et moi, c'est vrai qu'on a eu toujours, on a plein de rêves, on a toujours eu plein de rêves en tête et après, sincèrement, non, je pourrais. Puis c'était pas forcément moi, en tout cas, c'était pas forcément un objectif. Pour moi, le premier plaisir que j'ai eu, c'était de travailler. Le basket, c'est ma passion. C'était le plus important. C'était ce qui me donnait la banane tous les matins, quoi. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de Timofey Mozgov, qu'en effet, vous avez envoyé jusqu'au Knicks. Finalement, aujourd'hui, vous n'avez que des joueurs français dans votre catalogue pour les joueurs dans le circuit NBA. Qu'est-ce qui explique le fait que vous n'ayez pas de joueurs américains? Après, vous avez eu Didier Mbenga, il faut le rappeler. Vous avez commencé avec lui tout d'abord. C'était notre premier joueur, Didier. Il y a eu Boniface Ndong, si je me souviens bien. Oui, mais qui a fait qu'une année aux Clippers. C'est comme il n'était pas tout jeune, on n'a pas voulu prendre de risques, donc il est revenu en Europe. Et je crois qu'on ne le dit jamais assez, mais vous avez été sollicité aussi par un joueur qui a été représenté par David Falk. Quand même, monsieur David Falk, enfin pour les agents, c'est monsieur, celui qui a représenté Michael Jordan. Vous avez été sollicité par Evan Turner. Ouais, je ne sais pas si c'est vous ou pas qui n'avez pas donné suite. En fait, on ne voulait pas se disperser, c'est-à-dire qu'on estimait que Evan Turner rentrait sur un profil un peu similaire à celui d'Evan, entre guillemets. Et voilà, on voulait vraiment rester focus sur nos joueurs et mettre toute notre énergie sur eux. Alors pourquoi pas de joueurs américains? Ça viendra peut-être, mais je veux dire, aujourd'hui, quand je vois la façon dont sont démarchés les joueurs américains et toute la surenchère qu'il y a autour des gros joueurs, voilà, on n'a pas envie, quoi. On n'a pas envie de rentrer dans ce système-là. Alors je ne vais pas vous mentir, je ne dis pas que demain on ne signera pas un joueur américain, parce qu'il y a des joueurs américains qui ont aussi des vraies valeurs. Et effectivement, il y en a un ou deux qui nous ont aussi très récemment contactés. Il y a peut-être du bouche à oreille aussi, non? Parce que si Evan, bien sûr, vous avez bien des sûr. joueurs qui Ils sont en commencent à train être de cotés, voir les donc ils doivent contrats savoir, qu'ils ont négociés cet été. Ils Bien disent, sûr, moi aussi, je veux un contrat comme ça. Ça laisse pas insensible. Finalement, en fait, ça a montré qu'il n'y a pas que les agents américains sur leur marché qui peuvent signer ce type de contrat. Mais encore une fois, pour nous, voilà, mais je le dis parce qu'en fait, on l'a vécu sur toute l'histoire de Comsport. Au départ, on nous taxait de ne pas avoir de joueurs NBA. On a eu DJ Mbenga qui est rentré en tant que free agent. On nous taxait de ne jamais avoir eu de joueurs draftés. On a eu cette draft 2005 avec 3 joueurs draftés. Et à chaque fois, ils utilisaient un argument supplémentaire. On n'a jamais négocié de gros contrats. Il y a eu le contrat entre guillemets de Nicolas, même s'il y a eu aussi celui d'Yann, qui était peut-être moins important, mais qui était aussi un gros contrat. Il y a eu celui de Mozgov qui est rentré en tant que free agent quand même sur un beau contrat. Vous êtes français. C'était pas forcément un avantage au départ. Exactement. Mais je me rappelle d'un scout qui était devenu un ami, mais avec lequel au départ ça a été assez tendu. Qui est Rob Murs, en fait, qui était l'un des scouts des San Antonio Spurs à l'époque, un des scouts à l'origine de la draft de Parker à San Antonio. Et je me rappelle sur le camp de top 100 en Afrique, où Bouna essayait de signer Olomide Oyedeji et Soumaïla Samake, qui étaient 2 prospects africains. Rob Murs avait attrapé Bouna comme ça entre 4 murs en lui disant « Mais Bouna, arrête de rêver, vous n'aurez jamais de joueur NBA. C'est quelque chose qui nous a marqué. Et puis en fait, Rob Murs... je vous montrerai, je ne sais pas si vous avez vu la photo où Bouna et moi, on est avec Nicolas quand il a sa médaille au championnat d'Europe. Il y a un scout qui est dans les tribunes derrière. Et c'est marrant pour l'image parce que c'est Rob Murs qui malheureusement est décédé d'un accident de moto, mais qui était devenu par la suite un ami. On avait gagné en fait son respect. On vous remercie beaucoup, Jérémy Medjana. On va rappeler quand même, il y a un documentaire qui est en préparation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui. On a fait un documentaire sur l'été de Comsport, sur les négociations de contrat. Donc c'est une première, filmée de l'intérieur. Il y aura des scoops, il y aura des choses qui seront... Ça sera une première, je pense. Et surtout vivre le processus de l'intérieur, c'est du jamais vu. Oui, ce qui va être évidemment passionnant. Ouais. On vous remercie beaucoup, Jérémy. Vous restez avec nous pour la fin de l'émission. On va passer au pronostic. Alors, c'est le moment pronostic. Jérémy, je ne sais pas si les agents, c'est comme les joueurs, vous avez le droit de pronostiquer ou de parier ou pas du tout? En tout cas, on ne le fait pas. Voilà, d'accord. Non, mais c'est une vraie question parce que j'avais un doute là, du coup. Mais alors, c'est Georges. Vaut mieux éviter, je pense. Georges va s'occuper de tout ça. Si jamais vous voulez parier, vous pouvez écouter ses conseils. Samedi, nous avons un Grizzlies Timberwolves. Georges, pour qui faut-il parier?
Les Grizzlies, puisqu'ils sont à la maison avec leur bonne défense, à plus 6. Jérémy. Grizzlies. L'autre Jérémy, excusez-moi, est-ce que vous voulez donner un prono? Ils viennent de gagner à Utah, même s'il y avait quelques absents, mais je dirais les Grizzlies aussi. Je crois que j'ai pris que des matchs sans français, comme ça il n'y a pas d'émotionnel qui rentre en jeu. Dimanche à 18h, nous avons un Knicks-Hawks À New York. à New York. Je prends Regarde. Atlanta. Atlanta. Je suis impressionné par le début de saison d'Atlanta. Je mets toujours Atlanta deuxième à l'Est, hein, donc Atlanta. Atlanta également. Moi, je mettrais New York à domicile. New York à domicile. Et puis un autre match à New York, toujours dimanche, c'est à 21h30, c'est Nets-Blazers. Là, je suis vraiment partagé, mais je vais prendre les Nets parce que le coach, c'est un vieux copain, Kenny Atkinson. On fait dans le copinage maintenant pour les pronostics, voilà. Comme je vous l'ai dit, je ne mets pas Brooklyn parmi les pires équipes de la Ligue cette saison, et donc je mets Brooklyn. De Brooklyn, Jérémy. Pareil, parce que je pense que les Blazers, là, ils sont pas très bien là, en ce moment. 3 Brooklyn. Bon, je vais prendre les Blazers pour changer. On va passer au quiz. Alors là, par contre, Jérémy Medjana, vous pouvez jouer parce que le quiz de la semaine a été imaginé pour que vous puissiez jouer. C'est un spécial salaire. Donc normalement, on est dans votre rayon. On est toujours gentil avec les invités. Hein. La semaine dernière, on avait Alex Biggerstaff, on a fait spécial NCAA. Donc, messieurs, alors j'ai pas le score, je vous donnerai vos scores à tous les deux la semaine prochaine. Qui a le plus gros contrat à l'heure actuelle en NBA? Je parle de valeur totale. Mike Conley. Mike Conley, quelqu'un a le Ouais, chiffre? 153. 152,6 des données que j'avais. Combien gagnait Michael Jordan lors de sa dernière saison avec 30 les millions. Bulls? Avec les Bulls, 33 millions. 33-1 sur la dernière. 30, Ce qui c'était correspond celle de d'ailleurs, l'année on dit dernière, toujours que les salaires aujourd'hui sont plus hauts, mais avec l'inflation, ça de correspondrait à un salaire à 48, je crois, millions de dollars à peu près. Ouais. Et puis, alors celle-là, elle est un petit peu plus retors. Quel est le minimum salarial pour un joueur de première année cette saison? Première année, minimum salarial, Ouais. 980 000, Non, c'est le plus bas. En tout cas, moi, j'ai 800 000. trouvé le plus bas. 800 000, 100... 500. J'ai trouvé 543 471. Oui, mais ouais, d'accord. J'ai Je le pris mets quand même. Le je plus bas, t'écris. plus bas. Après, J'ai un joker, je peux appeler Bouna. Ah bah, n'hésitez pas, j'ai peut-être fait une bêtise. Bon, voilà. Non, ouais, t'as probablement raison. Bon, j'ai peut-être fait une bêtise. Ça a bien augmenté. Avant, c'était il y a quelques années 400 000 $, donc ça doit être dans ces eaux-là, t'as raison. J'ai pris vraiment le plus bas de tous les plus bas. Hein, voilà. Ouais, c'est vrai que ça doit être ça. Merci beaucoup, messieurs. Un petit livre à présenter, Georges, je crois. Un petit livre? Les Non, sous- c'est les gros, un ouais. grand livre avec mes collègues Benjamin Henry et Romain Molina. C'est pour raconter les 15 ans de la génération Parker avec l'équipe de France de 2000 à 2016 et les Jeux Olympiques de Rio. Sans langue de bois. Sans langue de bois, c'est Voilà. bien de le préciser. Je vais faire un petit côté librairie aussi. On a Not a Game, la biographie d'Allen Iverson, qui est en traduction chez Talent Sport désormais. Elle est en anglais, mais elle existe aussi en français maintenant. Et puis pour nos collègues de la presse, on a aussi le 5 majeur qui est sorti il y a un peu plus d'une semaine, mais j'avais oublié de l'amener la semaine dernière. Donc voilà pour la presse. Merci encore Jérémy Medjana d'être venu. Merci à vous. Merci Georges. C'est comme ça que se termine donc le Hoopcast 141. On vous rappelle que le Hoopcast c'est toutes les semaines sur Dailymotion, sur Basket USA, sur iTunes. Pour nous suivre les comptes Twitter, vous avez l'habitude, @Hoopcast, @GeorgesD2, @Jérémy Lebescon avec un T, @Alain Mattei. Merci beaucoup à tous et on vous dit bonne semaine. Ciao ciao.